priori, justement, Harvard aime bien publier des études pas toujours fiables, mais en tout cas, je trouve que c'est un chiffre assez marquant. Donc 30 ans, c'est le chiffre qui représente la durée de vie estimée d'une compétence technique, notamment. En 1987. Donc il y a un article dans Harvard Business Review qui a été publié à cette époque-là qui expliquait que voilà, à cette époque, si vous aviez une compétence technique forte, une expertise, à cette époque, eh bien vous êtes assuré de pouvoir faire carrière pendant 30 ans. Comme vous en doutez, par rapport à tous les changements que nous vivons aujourd'hui, eh bien ce chiffre a changé. Et j'ai envie de faire un petit jeu. Quand j'ai vu que vous êtes un public qui aime jouer, qui est assez engagé, on va faire un jeu, on va faire une séance d'enchères. J'aimerais que vous disiez aujourd'hui, en 2024, c'est quoi la durée de vie moyenne d'une compétence technique aujourd'hui? Et attention, la personne qui aura juste repartira avec un exemplaire offert du livre Bon Manager, Bon Emploi. Alors les enchères sont ouvertes. On est à combien? Alors, 8, 7, 5, 3, 4, 3, on est presque, 2, oh mon Dieu, 18 mois, j'ai entendu. Donc, il me semble que c'est Guillaume qui l'a dit en premier. Alors, vous pouvez applaudir Guillaume, qui a reçu un ouvrage gratuit. 18 mois, et en effet, 18 mois est la durée de vie moyenne d'une compétence technique aujourd'hui. Et ceci s'explique par plusieurs éléments. Vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle qui a accéléré ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences, et notamment l'obsolescence des compétences techniques. Et tout cet environnement peut être décrit par cet acronyme du monde VICA, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors ce n'est pas un terme nouveau, c'est un terme qui était déjà présent dans les années 80 d'ailleurs, qui a été utilisé pour la première fois par l'armée américaine pour décrire le monde dans lequel nous vivons après la chute de l'Empire soviétique. Donc c'est un acronyme qui veut dire déjà V pour décrire le monde qui est devenu de plus en plus volatile. Un monde volatile avec des événements imprévus qui peuvent surgir du jour au lendemain. Et ça, on a vraiment senti passer dans les années 20, les années 2020, avec la pandémie qui a totalement bouleversé notre manière de fonctionner, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie professionnelle. Donc cette volatilité des événements va générer de plus en plus d'incertitudes. Le monde est devenu de plus en plus imprévisible. Donc cette incertitude, comme vous pouvez peut-être le noter dans votre quotidien, va générer du stress, va générer de l'inquiétude, va générer parfois même de l'anxiété. Et cette incertitude est exacerbée également par un sentiment de complexité. Le monde est de plus en plus complexe. On va parler tout à l'heure de télétravail, de travailler en présentiel, de travailler aussi en hybride, à la fois en présentiel, en distanciel, la semaine de 4 jours, la semaine de 5 jours, etc. Donc notre manière de travailler aujourd'hui, avec toutes ces évolutions, va augmenter le niveau de complexité de notre quotidien. Et enfin, si à cela vous ajoutez aussi cette notion d'ambiguïté, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère de l'infobésité, de la surinformation, nous sommes surchargés d'informations, et des informations qui sont clairement pas toujours de bonne qualité. Hein. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de deepfake, ces vidéos qui ont l'air tellement réelles et qui sont pourtant totalement générées par l'intelligence artificielle, ou les fake news également. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une date intéressante par rapport à ces fake news, d'ailleurs, parlons d'actualité. Et aussi, il y a un terme aussi que je trouve très intéressant dans cette notion d'ambiguïté qui fait qu'il est de plus en plus difficile de comprendre le monde et de déceler le vrai du faux. C'est aussi la notion d'hallucination. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, de comment l'intelligence artificielle crée des hallucinations? Oui, c'est quelque chose qui vous parle? Non? En petite anecdote, je vais vous en donner deux.
Une, c'était lorsque ChatGPT est sorti pour la première fois, il y a un avocat américain qui a trouvé l'astuce. Personne ne connaissait ChatGPT à l'époque. Il s'est dit, génial, ça va faire gagner du temps. Donc là, il commence à taper sur ChatGPT, trouve-moi un cas de jurisprudence sur mon dossier. Et là, ChatGPT dit, voilà, il y a eu telle date, tel cas. Et il est arrivé à la cour, plébiscité pour son cas, en disant, voilà, telle date, il y a eu tel cas. Et le juge dit, non, ça n'existe pas. Il dit, pourtant, c'est quoi la source? ChatGPT. Et donc, en fait, il s'avère que c'était une information qui était créée de toutes pièces. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Et je n'étais pas au courant moi-même. Et c'est vrai que dans le cadre de mon activité d'auteur et de conférencier, je suis amené à faire de la recherche. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé cet outil génial, j'ai dit, je vais l'utiliser aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui ont utilisé ChatGPT? Levez la main, est-ce qu'ils ont déjà utilisé ChatGPT? Ok. Alors, vous pouvez tester la même chose que j'ai testé. J'ai dit, voilà, est-ce que tu peux me trouver une étude scientifique qui va nous expliquer en quoi les soft skills, c'est vraiment le truc le plus important sur lequel il faut miser en entreprise aujourd'hui. Et je dis, et surtout, cite-moi une université américaine qui fait vraiment autorité. Et là, il me sort, à Princeton, il y a eu telle étude en 2023 qui a expliqué que 95% des grands dirigeants disaient que blablabla. Je dis, c'est super. Est-ce que tu peux me donner la source? Il dit, non, je ne peux pas. Je dis, comment ça, tu peux pas? Il dit, parce que ça n'existe pas. Je dis, tu m'as menti? Oui, désolé. Est-ce que souvent, ChatGPT s'excuse? Donc, dans un handicap, et notamment dans un monde très ambigu avec ChatGPT, demandez toujours la source. Sinon, vous risquez de vous faire piéger par une hallucination. Ouais. Par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien comme vous pouvez le voir, nous sommes challengés à plusieurs niveaux, et tous ces challenges vont nous impacter donc à plusieurs niveaux, et vont vraiment impacter nos équipes également, ce qui va générer peut-être ces problèmes de mal-être. Et il y a aussi un chiffre que je trouve très intéressant qui nous montre que ce challenge nous impacte également en tant que manager, en tant que dirigeant. C'est que selon une étude qui a été menée par le Boston Consulting Group en 2019, 37% des managers en France uniquement aimeraient le rester. Le reste disent, finalement, après réflexion, c'est pas forcément ce que je souhaitais. Est-ce que ça vous surprend comme chiffre? Alors pourquoi ce chiffre? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ça, c'est plus là sur lequel moi je l'ai plutôt appuyé. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter que aussi peu de managers souhaitent le rester et que ce chiffre augmente quelque part. Donc je vais partir sur quelques constats, sur quelques chiffres également. Je ne vais pas trop vous assommer de chiffres parce que je sais qu'il n'y a que 5% de la salle qui est intéressée par les chiffres. Donc déjà par rapport au niveau d'anxiété, et il y a des études qui ont été menées notamment au niveau européen, par l'Agence de la santé et de la sécurité européenne, qui a identifié qu'en Europe, 38% des travailleurs se sentent anxieux au travail. C'est assez énorme, et comme Flore l'a dit juste avant moi, si on se concentre sur les managers, eh bien, on est on est sur un chiffre beaucoup plus haut, on est à 61% en termes de niveau d'anxiété pour les managers. On m'a dit que la charge mentale qui devient de plus en plus importante par rapport au fait que nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus exigeant, on demande de plus en plus de productivité, et qui fait qu'on est vraiment assommé de tâches, de décisions et de responsabilités. Parce que clairement, pour la charge mentale, c'est de ça dont il s'agit. Pour moi, la charge mentale, c'est comme un sac que l'on porte et qui est très lourd. Donc, par exemple, moi, je viens de l'île de la Réunion, et l'île de la Réunion, c'est le paradis de la randonnée. Je ne suis pas sponsorisé par l'Office du tourisme de l'île de la Réunion, c'est vraiment sincère. Et quand on fait, ce qui est particulier avec l'île de la Réunion, c'est qu'on fait de la randonnée, on fait des ascensions.
Parce que par exemple, aujourd'hui, je vis à Londres, et je fais encore de la randonnée, mais c'est plutôt des promenades de long. Voilà, beaucoup plus plat. Et quand on fait de la randonnée à La Réunion et qu'on a notre sac ici rempli à ras-bord, qui est très lourd, bien plus il est lourd, plus on va se fatiguer. Plus chaque pas va être difficile. Et c'est ce qui se passe en fait quand on a la charge mentale. Si vous en avez plein le dos, plein la tête, et que vous voulez avancer, plus vous avancez, plus vous épuisez, et c'est comme cela qu'on arrive à l'épuisement mental ou l'épuisement professionnel. Donc c'est pour ça que c'est important également de travailler sur la charge mentale pour pouvoir l'abaisser, ou sinon développer des compétences cognitives, qui est aussi un de mes sujets de prédilection, pour pouvoir mieux supporter la charge mentale et moins s'épuiser avec les bonnes techniques. Et enfin, alors pour une petite anecdote, moi, j'avais lu l'étude de Gallup, mais avec un œil peut-être un petit peu plus pessimiste que Flore. Je vais noter 6% des Français qui étaient engagés au niveau du travail en entreprise. Et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et donc j'ai plusieurs astuces à vous partager par rapport à cela. Déjà sur la partie anxiété, il y a quelque chose que je trouve intéressant comme pratique, que je fais avec mes équipes par exemple, et que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne en entreprise. C'est justement cette question, ce retour que vous avez eu, que vous avez vu en tout début de cet après-midi, sur la question comment ça va. Souvent, en fait, on répond ça va. Je dis comment ça va? Ça va et toi? Comme vous avez beaucoup, je crois que c'était 40% d'entre vous qui a répondu comme ça. Et c'est dommage, parce qu'on passe à côté d'une opportunité pour vraiment s'intéresser à la personne et à comment elle va vraiment. Donc plutôt que de demander comment ça va à mes équipes, maintenant, je demande comment ça va sur une échelle de 0 à 10. Et le fait de poser cette question, donc de juste rajouter sur une échelle de 0 à 10, donc ça permet plusieurs choses. La première chose, ça permet d'inviter la personne à réellement se poser cette question, comment je vais vraiment, et pas juste de bifurquer sur autre chose. Ok, là, est-ce que je suis plutôt à 5, à 6, à 10? Donc ça, c'est déjà la première chose, et pour moi, c'est un vrai entraînement. Un vrai entraînement d'intelligence émotionnelle. Parce que l'une des composantes de l'intelligence émotionnelle, de la gestion des émotions, la première étape, c'est déjà de conscientiser ce que je ressens, de conscientiser ses propres émotions avant de chercher à les gérer. Donc ça, c'est la première chose. Comment ça va sur une échelle de 0 à 10 pour inviter la personne à développer ce muscle de la gestion des émotions pour peut-être mieux gérer son anxiété par la suite. Mais ensuite, en tant que manager, cela m'envoie aussi une information intéressante. De savoir comment mon équipe va vraiment, et pas de faire semblant en fait. Et le fait de faire cela en réunion, également, ça permet aussi de s'entraider. Et par exemple, ça m'est arrivé dans une réunion de demander comment ça va. Donc il y avait la plupart des personnes de mon équipe qui disaient entre 7, 6, 7, 8, mais une personne qui était à 2. Je dis ok, c'est ok. Est-ce que tu as envie de partager ce qui fait que tu es à 2 en fait. Elle a accepté, et donc elle a partagé sa situation, elle a verbalisé ce qui lui pesait émotionnellement, et c'est ce qui lui a permis ensuite de recevoir de la reconnaissance du groupe, de recevoir du soutien, de recevoir même de l'aide en fait sur quelque chose qui lui pesait énormément. Et pour moi aussi, c'est quelque chose d'important aussi. Là, on est sur un Human Day, donc dans le cadre du management. Notre rôle aussi en tant que manager, en tant que leader, c'est aussi de créer cet environnement. Tout à l'heure, Loïc parlait de l'environnement d'entreprise. Eh bien, c'est aussi de créer cet environnement d'écoute, d'entraide, de soutien, pour que les personnes se sentent vraiment écoutées, entendues et soutenues. Donc maintenant, quand vous posez la question « Comment ça va ?», rajoutez juste sur une échelle de 0 à 10. Et vous allez voir, ça fait vraiment la différence. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez rajouter une deuxième question, surtout si vous êtes manager. Et ça, c'est ma partie préférée. Surtout si vous êtes un manager comme moi qui aimait que
votre équipe progresse, que votre équipe évolue et que votre équipe soit proactive et pas passive. Et cette question, c'est tout simple, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant, ou qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour augmenter cette note de 1 point? La personne dit, ah, c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter cette note de 1 point? Et rien que le fait de réfléchir à la réponse, ça va déjà envoyer des messages supplémentaires à la personne. Le premier message, c'est j'ai conscientisé mon émotion, mon état, mais je ne suis pas obligé de la subir et d'en rester là. Je peux aussi, de manière proactive, réfléchir à une action qui peut améliorer ma situation. Et derrière aussi, ça l'aide à comprendre qu'est-ce qui lui fait du bien. Dans la première question, comment je vais sur une échelle de 0 à 10, généralement, ça permet de conscientiser ce qui fait baisser ma note. Et c'est important aussi, pour travailler sur son propre bien-être, de savoir qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui fait du mal. Mais cette deuxième question, ça va vraiment m'aider à sortir peut-être de cette note qui me tire vers le bas et d'être plus entreprenant dans mon quotidien pour améliorer tout ça. Donc qui parmi vous va essayer de juste au moins déjà poser cette question, comment ça va sur une échelle de 0 à 10 à son équipe? Ouh, je n'ai pas été encore suffisamment convaincant. Ok. Alors si vous voulez, il y a un truc aussi que j'ai appris en leadership et en management, c'est la notion de courage managérial. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Aujourd'hui, ah, ouais. Mais courage managérial, on s'entend, ça veut dire qu'il faut faire des choses qui font peur. Ok. Alors j'ai testé un truc qui n'était pas prévu. Et je me suis dit, bon, comme le leader manager doit aussi faire preuve d'exemplarité, donc si j'ai envie de vous donner envie de faire des choses, il faut aussi que je fasse preuve de courage managérial. Donc j'ai envie de tester une technique que j'ai apprise en yoga, qui peut faire du bien, alors qui ne va pas résoudre le problème d'anxiété, mais qui peut néanmoins faire du bien. Et j'ai besoin que vous fassiez l'exercice avec moi pour voir si ça fonctionne avec vous. Et si ça fonctionne avec vous, peut-être que vous pouvez tester ça avec votre équipe. Est-ce que ça vous va? Donc, je parle de courage managérial parce que je mouille et je sais que ça peut ne pas fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me mimer. Donc je vais dire quelque chose et vous allez le répéter après moi. C'est très simple, c'est juste une syllabe que l'on va répéter à plusieurs reprises. Ok? Donc on va commencer. A. 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 Ah non, ça n'a pas marché. Ça marche une fois sur deux. Mais c'est ça aussi le courage managérial, c'est de tester des choses qui parfois ne marchent pas. Mais en fait, ça va plus ou moins marcher parce qu'il y en a quand même qui vont rigoler. Ouais, ça, vous pouvez tester. Bien entendu, il faut créer un contexte. Si tout le monde vous dit ils sont à 2 sur 10 parce que ça va mal, et dit ok, on fait un truc de yoga, on va forcer un rire avec le rire du yoga, ça ne marchera pas. Bien entendu, il faut aussi le bon contexte et le bon environnement. Donc une autre technique que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus terre à terre et qui est beaucoup plus managériale, et notamment sur la dimension de la charge mentale. Donc c'est un rituel qu'on a mis en place avec mon équipe pour justement s'entraider, notamment sur la partie charge mentale. Et c'est un rituel où on a, en fait, c'est tous les lundis matins, avant de démarrer notre journée et donc notre semaine, on a une réunion. Donc c'est vraiment un rituel, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que l'on fasse cette réunion avant de démarrer notre semaine. Et on va, durant cette réunion qui est très courte, hein, elle fait 20 minutes, pas plus, on va répondre à 3 questions à tour de rôle. La première question, c'est quelle est la victoire que l'on veut célébrer? Donc chaque personne va partager une victoire. Donc ça peut être un objectif qu'elle a rempli la semaine dernière, ça peut être quelque chose qui lui fait du bien, mais l'idée c'est de toujours démarrer la semaine avec quelque chose de positif.
Et donc, même si on a passé une semaine pourrie, ben, ça va demander aussi de la créativité pour trouver quelque chose de positif à partager au groupe. Et on s'est rendu compte qu'à force de travailler cela, on développe aussi une soft skill importante au niveau de l'équipe. C'est la soft skill optimisme. Parce que l'optimisme, ben, c'est aussi cette capacité à trouver le positif, même quand ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est la première question. Quelle est la victoire que j'ai envie de célébrer? La deuxième question, ensuite, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi en ce moment? Donc le fait de pouvoir partager cela, ça permet aussi, donc déjà, d'être honnête avec soi-même, de ne pas faire semblant, et aussi que le reste de l'équipe soit au courant. De se dire, ah oui, ok, je n'avais pas conscience que la charge mentale de cette personne était très pesée par rapport à cet aspect-là, en fait, de son travail. Donc le fait d'en prendre conscience, ça permet aussi, en tant que manager d'ailleurs, de pouvoir mieux gérer ça. Donc, et c'est pas forcément que du pro d'ailleurs, ça peut être du perso. Donc moi, par exemple, ça m'est arrivé avec une personne de mon équipe, Monica, qui disait, moi cette semaine, là ce qui est difficile pour moi, c'est que j'ai mon père qui est malade et que je dois aller à l'hôpital, etc. Je dis, ok, pas de souci, on va faire en sorte que ta charge de travail soit moins élevée pour que tu aies plus de temps pour gérer ces imprévus-là. Et la troisième question, c'est sur quoi ai-je besoin d'aide? Et j'avais trouvé justement un podcast sur la Harvard Business Review aussi d'ailleurs, donc un podcast super intéressant d'un speaker qui parlait qu'il y avait vraiment deux compétences qui étaient primordiales au XXIe siècle sur lesquelles miser. La première, c'est la créativité, et la deuxième, c'était la capacité à demander de l'aide et à formuler une vraie demande d'aide qui soit claire, simple, spécifique, pour que les personnes puissent clairement aider et que cela ne soit pas une usine à gaz. Donc le fait de faire ce rituel hebdomadaire, ça permet non seulement de pouvoir mieux gérer l'équipe dans un cadre qui est fixé, mais aussi de développer des compétences comportementales que j'appelle des soft skills, donc, comme par exemple l'optimisme, la connaissance de soi, la gestion des émotions, la capacité à demander de l'aide, et qu'on puisse vraiment développer ces compétences-là au niveau collectif, au niveau de l'équipe, par la répétition. Parce que c'est par la répétition que l'on développe des compétences et pas juste par « Ah je connais la technique, c'est bon, j'ai développé la compétence ». Non, la technique n'est pas la compétence. La répétition développe la compétence. Je sens que l'énergie commence un peu à se passer dans la salle. Donc j'ai d'autres expériences à vous faire vivre. Je vais bien mettre un peu de sucre. C'est quoi ce truc? Donc, comme vous l'avez peut-être compris, mon sujet de prédilection, c'est le leadership, c'est le management, c'est les soft skills. Mais j'ai un deuxième sujet de prédilection, c'est les sports du cerveau. Oui, il y a des sports du cerveau, il y a des compétitions dans ce domaine, que ce soit la lecture rapide, le mind mapping, le mind mapping. Et en effet, oui, j'ai pu être compétiteur à ce niveau-là. Et pour moi, c'est important aussi d'inclure cette dimension-là de sports cérébraux dans notre quotidien professionnel, parce que c'est ce qui va nous aider à développer des compétences cognitives qui va nous permettre de mieux gérer cette charge mentale. Si j'arrive à mieux gérer mes pensées, à mieux gérer mes émotions, à apprendre plus rapidement, eh bien, je me sentirai moins submergé par mon quotidien et par les difficultés de mon job, tout simplement. Et lorsqu'on prépare nos équipes au championnat du monde de lecture rapide et mind mapping, on aime bien faire cet exercice. Cet exercice qui a été créé par Richard Bandler pour entraîner les cerveaux des astronautes à la NASA. Donc ça s'appelle l'Alphabet Game, et plutôt que juste vous parler de l'exercice et vous dire faites-le chez vous, on va le faire ensemble. Donc l'exercice est très simple. Le jeu, je dirais, est très simple. Vous avez l'alphabet que vous connaissez, donc jusque-là, simple. Mais en dessous de chaque lettre, vous avez un code. Alors, il n'y a pas le laser. Ah si, le laser marche. Ouais, voilà. Donc, comme vous pouvez voir en dessous de chaque lettre de l'alphabet, vous avez un indicateur. Donc, G pour gauche, D pour droit et E pour ensemble. Donc, ce que vous allez faire,
ce que nous allons faire tous ensemble, c'est que vous allez réciter l'alphabet en utilisant votre corps également. Donc quand vous voyez A, vous allez faire A. Quand vous voyez B, vous faites B. Donc vous avez vu un bras droit, jambe gauche. Et quand vous voyez E, qu'est-ce que vous faites? Sauter. On va faire A, B, C, etc. Et donc on va faire cela et normalement cet exercice vous permet de synchroniser les deux hémisphères cérébraux, ce qui vous permet de développer votre niveau de concentration. Donc comme vous aurez compris, vous aurez besoin de vous lever. Sinon ça arrive à faire ça. Et vous allez surtout faire attention à votre voisin, votre voisine. On va parler de sécurité, de santé au travail. Donc voilà. Ok, tout le monde est bien installé. Donc on va réciter l'alphabet tous ensemble. Ah. Ouais, attention, attention, il y a... Ah bah oui, ah bah oui. Vous êtes prêts? C'est diffusé en direct sur BFM TV. Alors, si, petite chose, règle importante pour ce jeu-là, l'important n'est pas de faire un sans faute, l'important est ici de tenir le rythme même si vous faites des fautes. Donc le rythme, je l'impose, vous suivez, et c'est pas grave s'il y a des fautes. Ok? Allez, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wouh! Bravo! Je vais vous applaudir. Je suis bien content. Donc là, vous avez une nouvelle plante à votre arc pour dynamiser vos réunions et aussi pour stimuler le cerveau de vos enfants. Ça, c'est un truc qui marche super bien également avec les enfants. Si vous voulez augmenter le niveau de concentration ou si vous voulez redynamiser un apprentissage. Donc voilà, l'alphabet gagne. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez les refaire chez vous avec vos enfants. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous vous sentez plus réveillé ou il faut que je vous fasse faire un autre passage? C'est bon? Ça c'était le niveau 1, hein. Le niveau 2 ensuite c'est de Z à A. Donc la grande question maintenant, parce que c'est vrai que nous sommes entre managers et dirigeants, c'est par rapport à tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant cet après-midi, c'est est-ce que vous aimeriez être managé par vous? Ah, c'est une question un peu piège, hein, parce que si vous dites oui, c'est-à-dire oula, il ne se prend pas pour de la merde, et si vous dites non, c'est ouh, ça pique. La question, voilà, c'est vraiment une remise en question, en fait. Et c'est ça qui va être intéressant à travers cette question. Et ça nous amène à cette question de qu'est-ce qu'un bon manager? Donc vous avez pu voir avec Loïc qu'est-ce qu'un mauvais manager, notamment avec la notion du petit chef, et qui est d'ailleurs un sujet qu'on va bien traiter dans notre ouvrage également. Mais qu'est-ce qui fait un bon manager? Donc un bon manager, donc, par rapport aux travaux que nous avons pu faire avec Clément Berlon, qui est mon associé et le co-auteur de cet ouvrage, nous avons pu identifier trois casquettes que doit porter un manager pour être un bon manager. Donc la première casquette, c'est la casquette de coach. Un bon manager va passer normalement 80% de son temps à porter la casquette de coach. Ce qui veut dire que, en tant que manager coach, il va surtout guider ses équipes et guider ses collaborateurs, notamment par des questions. Plutôt que de faire le petit chef en disant « Ok, bah là, aujourd'hui tu fais ci, tu fais ça, etc. » et faire du micromanagement en suivant tout à la lettre, eh bien, en suivant vraiment la personne de manière obsessionnelle presque, on va dire le manager coach va être plus ça pour
faire réfléchir la personne, l'aider à prendre des décisions, l'aider à agir par des questions, par de l'écoute et par aussi ce qu'on appelle l'empowerment. Donc l'empowerment, c'est de savoir redonner le pouvoir. Et comme vous avez pu voir, le pouvoir, ça repose également sur de la liberté aussi. Donc c'est pour cela que cette casquette est importante également. Vous allez voir, je vais vous présenter juste après une technique aussi. On va comment vous pouvez aider la personne à être empowered, à développer son pouvoir par la délégation. Et vous allez voir que la délégation, c'est pas juste « ah, je me débarrasse des tâches que j'ai pas envie de faire ». La délégation, lorsqu'elle est bien faite, va aider la personne à se responsabiliser et à devenir le plus autonome. Et c'est ce que nous allons voir également. Et enfin, la casquette de coach est importante également pour que chaque personne de son équipe puisse être dans un état d'esprit de croissance, dans du growth mindset. Donc le growth mindset, ou l'état d'esprit de croissance qu'a développé Carol Dweck, qui est d'ailleurs aussi chercheur à Harvard, beaucoup c'était Harvard du coup, et qui explique que, donc d'après ses études qu'elle a fait sur plusieurs décennies, les personnes qui ont tendance à réussir dans le quotidien ont ce point en commun d'avoir cet état d'esprit de croissance, contrairement aux personnes qui auraient un état d'esprit figé. L'état d'esprit figé, c'est quoi? C'est « ah, je suis comme ça, je me connais, ça c'est fait pour moi, ça je sais faire, ça je sais pas faire, je suis figé, je suis comme ça dans ma boîte et je ne bouge pas ». L'esprit de croissance est différent, c'est au lieu de dire « je ne sais pas faire », c'est « je ne sais pas encore faire ». Je vais apprendre. Je me suis trompé, mais je vais mieux faire la prochaine fois. Ah, je ne sais pas encore faire, mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'apprendre. Donc rien que le fait de changer sa posture d'esprit, passer du fixed mindset, ou l'esprit figé, au growth mindset, ou l'esprit de croissance, eh bien, ça peut vraiment tout changer dans la dynamique avec une personne de son équipe. Et c'est cette casquette de coach qui va aider peut-être à faire ce fameux switch, d'aider la personne à changer son discours interne. Donc si, moi par exemple, quand il y a une personne qui dit « ah, je ne sais pas faire », eh bien je vais la challenge, je vais lui dire « tu ne sais pas encore faire, donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour savoir faire la prochaine fois ?» Et rien que le fait de changer la manière de penser de la personne, eh bien vous allez l'aider dans ce sens. Mais cette casquette de coach n'est pas toujours suffisante, parce que si vous êtes tout le temps dans cette dynamique-là, mais qu'un jour, à un moment donné, il y a une crise, l'équipe panique, et que si vous dites « ok, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là ?» c'est peut-être pas la bonne posture. Donc dans 20% du temps, on a aussi besoin de cette casquette de commandant. Et donc la casquette de commandant, c'est le moment où on fixe le cadre. Donc généralement, quand on commence par exemple une collaboration avec une personne de son équipe, c'est bien de démarrer par ça aussi. De dire, ok, voilà comment on travaille dans notre équipe. Voilà les règles. Voilà les valeurs qui sont importantes pour nous. Et de vraiment clarifier tout cela, donc ce cadre, qu'on appelle le cadre métronome, est vraiment la base sur laquelle on va se reposer si ensuite il y a des problèmes avec cette personne. Donc si on n'a pas bien fixé le cadre en amont, ça va être très difficile par la suite de recadrer. Et donc c'est pour cela que cette casquette est aussi importante, notamment en amont de la collaboration. C'est cette casquette de commandant aussi qui va être importante pour de la prise de décision. Parfois, on doit faire preuve de courage managérial, de prendre une décision, surtout quand elle n'est pas facile ou qu'elle va être aussi impopulaire. Et justement, c'est comme ça qu'on va aussi vous respecter. Il fallait faire une décision, on a pris la décision et on y va. Et c'est cette casquette qui permet aussi de gérer les urgences et lorsque l'équipe est perdue. C'est qu'un manager, oui, il doit faire 80% de son temps du management coaching, manager leader, 20% manager commandant, mais 100% manager leader. Et manager leader, c'est quoi? C'est déjà l'humilité. C'est de ne pas partir du principe que je suis le manager, je suis le chef, c'est moi qui décide et c'est comme ça. Ou encore pire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, généralement, ça ne marche pas très bien pour inspirer ses équipes. Et les managers leaders,
il n'est clairement pas dans cette dynamique-là. Il est vraiment dans cette envie d'apprendre également. Et c'est cette posture d'humilité qui va permettre aussi d'échanger avec son équipe, d'être à l'écoute des feedbacks, de aussi faire preuve de vulnérabilité. Parler de courage managérial. Le courage managérial, c'est pas ah, j'ai pris la décision, c'est comme ça, hein, et on y va. Non, courage managérial, c'est aussi de dire c'est une décision difficile pour moi. C'est vraiment difficile, j'ai pas réussi à trouver mieux, et c'est la décision que j'ai décidé de prendre aujourd'hui. Même si c'est inconfortable pour moi, et même si j'ai conscience que cela va vous impacter. Faire preuve de vulnérabilité en tant que manager, c'est une preuve de courage. J'ai écrit plusieurs ouvrages, et notamment un des ouvrages qui m'a le plus challengé, ça a été le livre Les gentils aussi méritent de réussir. Ça a beaucoup interpellé les journalistes. Dire, mais comment on fait pour être gentil en entreprise? C'est pas possible. Le problème, parce que souvent, on part du principe que gentillesse rime avec faiblesse, surtout quand on est manager. Et en faisant tout ce travail de recherche et de test aussi, j'ai une approche très empirique dans tout ce que je partage dans mes ouvrages et dans mes séances, des choses que j'ai testées sur moi ou avec mes équipes. Je me suis rendu compte que le problème n'est pas la gentillesse. Le problème, c'est peut-être le cadre qu'on n'aura pas fixé, en fait. On peut être un commandant en étant gentil. C'est pas ça le souci. Et pour moi, donc, réussir à faire preuve de gentillesse quand on est manager, mais pas que, c'est aussi du courage. Parce que c'est ce qui permet aussi d'être exemplaire, inspirant et cohérent. Donc, un bon manager, pour moi, c'est ça. Ça repose là-dessus. Ça repose sur cette formule de 100% leader, donc qui comprend à la fois 80% de coach et 20% de commandant. Donc j'ai encore quelques pratiques à partager avec vous avant de passer aux questions-réponses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que manager de gérer des conflits? C'est grand classique. C'est souvent des situations qui demandent le plus de courage managérial. Et il y a cette technique qui a été conceptualisée notamment par les Bauer, qui est la technique du desk, qui consiste à justement désamorcer la partie émotionnelle pour pouvoir résoudre un conflit. Donc, par exemple, si vous avez un problème avec un collaborateur, imaginons que voilà, vous avez une personne de votre équipe, c'est la troisième fois qu'elle vous pose exactement la même question. À un moment donné, vous n'avez pas beaucoup de temps, ça vous saoule. Et le premier réflexe émotionnel, ça peut être « Ah bon, franchement, tu me saoules, on dirait que tu ne m'écoutes jamais. C'est la troisième fois que tu me poses cette question. » Ah, qu'est-ce qui se passe quand vous dites ça? La personne, elle se braque, elle va se mettre sur la défensive, et du coup, mauvaise communication. La technique du desk vous amène à partager peut-être le même message, mais avec un enrobage différent. Donc ça commence déjà par décrire. Donc décrire de manière factuelle ce qui s'est passé. Donc plutôt que de dire tu es comme ci, tu es comme ça va être de décrire des faits. Donc voilà, j'ai noté que ça fait maintenant, voilà, en une semaine, la troisième fois que tu as posé cette question. Factuel. Voilà, j'ai les traces des échanges par Teams, par exemple. Ensuite, ça va être exprimer mes ressentis. Voilà, moi, je t'avoue que ça me fait ressentir de la frustration parce que j'aimerais avancer et c'est vrai que voilà, ça me frustre. Mais c'est mon ressenti, je parle en jeu. C'est pas tu m'agaces, c'est je me sens frustré. Troisième étape, c'est spécifier. C'est pas par la suite, moi, ce que j'aurais besoin, et donc là, je spécifie ici mon besoin. J'aurais besoin que, par exemple, pour la prochaine fois, tu prennes des notes, on enregistre notre conversation pour que tu aies un tutoriel, pour qu'il n'y ait plus cette question pour la prochaine fois. Et la dernière étape, c'est la conclusion, c'est ok, est-ce que ça te va de procéder de cette manière pour la prochaine fois? Donc la technique du desk devrait vous aider normalement à mieux gérer un conflit pour et désamorcer la partie émotionnelle. Ensuite, remotiver l'équipe. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est « Ah, voilà, j'ai besoin de motiver ». Le problème, c'est que la motivation ne marche pas vraiment. Hein. Il y a des études qui ont été menées notamment par Daniel Pink, qui a montré que la motivation a deux facettes. La motivation extrinsèque, qui est clairement le mécanisme du bâton et de la carotte, et la motivation intrinsèque, qui vient de l'intérieur.
c'est-à-dire voilà, le besoin de sens, le besoin d'autonomie et le besoin de progresser. Pour moi, pour traiter la démotivation, je ne vais pas chercher à motiver la personne. Au même titre que disait Loïc tout à l'heure, sur la partie bonheur au travail et le mal-être, je vais chercher qu'est-ce qui est le levier qui est démotivant pour la personne par rapport à cette situation. Elle est démotivée, ok, mais c'est quoi qui la démotive? Parce que si c'est la perte de sens, et que vous lui proposez une augmentation de salaire, ça ne va pas forcément la remotiver. Si la démotivation, c'est qu'elle ne se sent pas valorisée salarialement, mais vous dites, ok, mais tu vois, notre mission, c'est ça, on lui donne du sens, ça va peut-être être pas suffisant. Donc oui, la motivation intrinsèque, c'est important, mais s'il n'y a pas eu aussi derrière d'autres leviers qui ont été traités, ça ne va pas fonctionner. Donc pour moi, ici, l'astuce, c'est quoi? C'est quand il y a de la démotivation, pour remotiver, c'est de voir d'où vient la démotivation et de traiter la source plutôt que de chercher à remotiver. Et enfin, sur la partie délégation, donc la délégation, c'est ce qui va réussir à responsabiliser la personne et à l'autonomiser. Ben pour moi, ça passe par les 4 niveaux de délégation. Donc les 4 niveaux de délégation, c'est quoi? Le premier niveau, c'est le niveau débutant. C'est, ok, plutôt que de dire, ok, fais comme ci, fais comme ça, c'est viens avec moi avec 3 solutions. Et on va voir comment faire. Donc la personne va déjà réfléchir et après on va lui voir avec elle, on va la former à comment faire par rapport à la meilleure solution qu'on va choisir ensemble. Mais déjà, elle arrive avec une solution ou avec plusieurs solutions possibles. Elle n'attend pas de vous la solution pour qu'elle devienne exécutante tout simplement. Le deuxième niveau, c'est de dire, ok, viens avec une solution et dis-moi comment tu vas faire. Donc là, on est sur un niveau intermédiaire, on va dire. Et plus sur du débutant, on est déjà sur un intermédiaire où la personne elle va arriver avec une idée et aussi qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour mettre en place. Ensuite, le troisième niveau, là, on est sur le niveau plutôt avancé. Où là, c'est franchement, je te fais confiance. Je sais que tu vas réussir à le faire. Dis-moi juste quand c'est fait. Comme ça, on pourra avancer. Et le niveau expert, c'est j'ai même pas besoin de savoir. Je te fais confiance. Full power, hein, liberté totale, décision totale, et on avance. Et pour moi, c'est ça l'art de déléguer. C'est vraiment l'art d'autonomiser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de trucs et d'astuces. Pour moi, l'idée, c'est pas que vous mettiez tout en place. Par contre, si vous pouviez retenir une ou deux ou trois techniques de cette intervention et que vous pouvez les mettre en place dès demain, pour moi, ce sera un pari réussi.